Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, pour vous, on a un épisode qui est vraiment très chargé. Alors, comme à l'habitude, en compagnie de Marc-André Chaloux, on va faire le tour des rencontres qui seront présentées lors de la 10e semaine d'activité du côté de la NFL. Marc-André va y aller de ses recommandations Fantasy Football. Mais en plus de ça, on a deux invités pour vous. Renaud Bourbonnais va venir me rejoindre afin de mettre la table pour la finale de l'Est. Finalement, c'est la semaine de la finale de l'Est. Les Alouettes ne sont plus qu'à une victoire, deuxième participation consécutive au match de la Coupe Grey. Ils vont recevoir les Argonauts de Toronto samedi après-midi au stade de Russell Wilson. Alors, on va jaser de tout ça en compagnie de Renaud. Et je vais recevoir pour la première fois au podcast Jean-Vincent Poussy-Audette. Jean-Vincent est le coordonnateur de la défense des GGs de l'Université d'Ottawa. Et en sa compagnie, bon, à mettre la table pour la Coupe Dunsmore, encore une fois, le Rouge et Or de l'Université Laval qui va croiser le fer avec les Carabins de l'Université de Montréal. La rencontre va avoir lieu à Québec samedi à midi. Et comme à l'habitude, on va terminer l'épisode en beauté en répondant à vos questions, oui, dans le cadre de la Minute des fans. Mais sans plus tarder, on va accueillir Marc-André. On va commencer fort, Marc-André. On va commencer avec nos réactions excessives comme on le fait à toutes les semaines. Je vais y aller en premier. Alors, ma réaction excessive à la suite de la 9e semaine d'activité, c'est que le carrière des Packers de Green Bay, Jordan Love, est surévalué. Il est surévalué, Marc-André. OK, Jordan Love, il a connu une bonne deuxième moitié de saison l'année dernière. Cette année, il a raté des matchs en raison de blessures et malgré tout, il mène la NFL à égalité avec Geno Smith des Seahawks de Seattle pour le plus grand nombre d'interceptions. Il est rendu à 10 interceptions. Sa dixième, elle a vraiment été mauvaise contre les Lions de Détroit. Une interception qui a été retournée dans la zone des buts par Kirby Joseph. Je vois ça trop souvent de la part de Jordan Love. Il n'a pas encore connu une bonne saison complète. Malgré tout, on lui a donné un gros contrat. Encore une fois, il mène la NFL au chapitre des interceptions. Moi, je commence à me poser des questions là, afin de savoir s'il sera en mesure d'éviter ses crampes au cerveau, puisqu'il en commet à toutes les semaines. Alors, c'est ma réaction excessive. Jordan Love est surévalué. Didier, on ne s'est pas parlé avant l'épisode, on aurait peut-être dû. Parce que moi, ma réaction excessive, c'est que les Packers ne participeront pas aux éliminatoires parce qu'ils sont surévalués. Wow, wow, Et moi, wow, toi, tu as wow, parlé, wow, Alexandre. t'as parlé de Jordan Love, mais je vais parler du tout. Je vais parler de l'équipe des Packers en ce moment. Écoute, Didier, on n'a pas de victoire signature cette saison. On est 6-3. Qui qu'on a battu? J'ai ici. Les Colts, mauvaise équipe. Les Titans, mauvaise équipe. Les Rams, sans Cooper Cup, sans Nakua, complètement décimés, c'était une mauvaise équipe. Les Cards, bon, les Cards, selon leur fiche, c'est quand même une équipe respectable, mais Au c'est 5 et pas 4. les Faut les clochards, respecter, comme on n'a on pas le dit. choix. Là. Les Texans ont une bonne fiche, mais est-ce que c'est une bonne équipe? Je me questionne encore sur les Texans. Et les Jaguars, mauvaise équipe. Donc, et on a des défaites contre les Lions, les Vikings, les Eagles. Lorsqu'on a eu des bons tests, ben on les a tous échoués, ces tests-là. Je pense que les Packers sont une équipe surévaluée. On est parmi les meneurs pour les revirements commis dans la NFL. On est parmi les meneurs pour le nombre de pénalités également. Pour À moi, je cause trouve de que les Jordan Packers, Love. là, à cause de Jordan Love, je trouve que les Packers, ben, c'est un déguisement en ce moment. Je pense qu'ils ne participeront pas aux éliminatoires et avec la performance qu'ils ont offert Ah. contre les Lions, permets-moi d'être, disons, d'être excessif, mais quand même, ça peut être plausible, cette réaction-là, selon moi. Wow! Fait que deux coups de poing au plein visage des Packers de Green Bay pour commencer l'épisode du Ouais. podcast. Désolé aux partisans des Packers qui écoutent le podcast. On vous invite à continuer de regarder l'épisode ou de l'écouter. Mais ça, j'avais pas réalisé ça. Hein? Les victoires acquises par Green Bay depuis le début de la saison, c'est pas vraiment contre des bonnes équipes. Non, t'as soulevé des bons points. Moi, personnellement, je crois que les Packers ont participé aux éliminatoires. Mais c'est inquiétant. Jordan Love va devoir mieux jouer. Puis les Packers qui ont commis 7 beaucoup matchs trop de de suite revirements, avec une comme je le disais. interception pour Jordan Love. C'est incroyable. 7 matchs de suite avec une interception. On n'a pas vu ça depuis Brett Ouais, c'est une Favre. machine à Euh, revirement.
Ouais, ouais, Exactement. c'est une machine à revenir. Il n'est pas du calibre de Brett Favre, là, quand même. Là. Il n'est pas du calibre de Brett Favre. Faut pas oublier Brett Favre a été 3 fois genre par excellence de la NFL. Faut pas penser juste à la fin de sa carrière. Alors ça, c'était une réaction excessive à la suite de la 9e semaine d'activité du côté de la NFL. Marc-André, on va venir te rejoindre un peu plus tard afin de faire le tour d'horizon de la semaine 10 déjà, oui, semaine 10 du côté de la NFL qui va commencer dès jeudi soir. Alors, on se reparle un peu plus tard. Maintenant, eh bien, on va aller rejoindre Renaud Bourbonnais afin de mettre la table pour la demi-finale de l'Est de la Ligue canadienne de football qui va avoir lieu samedi après-midi à 15h au Stade Percival Molson. C'est d'ailleurs la première fois que le Stade Percival Molson va accueillir la finale de l'Est. Autrefois, les Alouettes disputaient ce match-là au Stade olympique. La dernière fois que les Alouettes ont accueilli la finale de l'Est, ça remontait à 2012. C'était contre qui? Contre les Argonauts de Toronto. Malheureusement, les Alouettes avaient perdu, puis ça avait été le dernier match de Mark Trestman à la barre de l'équipe montréalaise. Il avait quitté ensuite de ça afin de devenir entraîneur-chef des Bears de Chicago. On se dira que malheureusement, ça s'était terminé sur une passe échappée dans la zone des buts de Brian Bratton. Ça avait été le dernier match de sa carrière dans l'uniforme des Alouettes. Alors, Renaud, on a hâte, là. Il faut attendre, il faut patienter pour jusqu'à samedi après-midi. Ça me fait penser un peu à la semaine du Super Bowl. Il faut patienter, faut attendre. Moi, j'ai juste hâte au botté d'envoi de cette rencontre-là. Alors, bon, les deux équipes se connaissent bien. Elles ont joué 3 fois, une contre l'autre, au cours de Ouais. la saison régulière. Les Argos ont gagné 2 des 3 duels. Et lorsque les Alouettes avaient gagné, ben, c'est au début de la saison, parce que Chad Kelly n'était pas là, c'est Cameron Dukes qui était quart arrière. Mais l'échantillon qu'on a du 28 septembre, le match le plus récent entre les deux équipes, ben, les Argonauts ont gagné par le pointage de 37-31. Montréal avait concédé 517 verges d'attaque aux Argos, Renault, dont 234 au sol. Alors, est-ce qu'on va pouvoir mieux jouer tout d'abord défensivement afin de donner une chance à l'attaque de nous mener à une victoire? Ben, écoute, tu commences tout de suite avec peut-être le nerf de la guerre pour les Alouettes dans ce match-là parce que moi, ça m'inquiète un peu au niveau de la défensive. Tu as parlé des verges au sol que les Argos sont allés chercher, mais ce qui est facile à observer dans la saison des Alouettes, c'est qu'on prend leur match contre à peu près n'importe quelle équipe. Cette équipe-là a probablement réussi à courir au sol contre les Alouettes. Ça a été une grosse difficulté pour eux cette saison. Et là, il y a un absent de taille, tu le sais, depuis quelques semaines qui va rater la rencontre. Mais Mustapha Johnson, qui est habitué de patrouiller l'intérieur de la ligne défensive pour les Alouettes, il ne sera pas là. Donc, pour moi, c'est une source d'inquiétude, ça, parce que c'est un des joueurs, justement, qui était impliqué dans le fait d'arrêter le jeu au sol chez les Alouettes et que c'était, s'il n'avait pas raté les derniers matchs de la saison, peut-être que c'est lui qui aurait mis la main sur le titre de joueur défensif de l'année chez les Alouettes plutôt que Tyrese Barrett. Je ne veux pas lancer de débat. Les deux ont connu des excellentes saisons, mais pour moi, c'est un énorme questionnement là, pour la ligne défensive et pour le fait d'arrêter la course des Argos dans le match. Ouais, la seule chose qui me réconforte, si on peut dire, c'est que les Alouettes ont bien joué contre Winnipeg défensivement, en particulier Mm-hmm. contre la course. Brady Oliveira, le demi à l'attaque étoile des Bombers, a terminé au premier rang de la Ligue canadienne au chapitre des verges au Ouais. sol. Et on était privé des services de Mustapha Johnson lors de cette rencontre. Il a raté les 3 derniers matchs. Alors, au moins, ça me donne espoir qu'on pourrait bien jouer contre l'attaque terrestre des Argonauts de Toronto, puisqu'on l'a bien fait contre les Blue Bombers de Winnipeg. Je sais, c'est 2 équipes différentes, mais au moins, ça me donne espoir. Mais je suis d'accord avec Mm-hmm. ce que tu as dit, parce que Mustapha Johnson, c'est un joueur d'impact. C'est un joueur d'impact depuis lors des 2 dernières saisons. Du côté des Alouettes, pour moi, il est un des meilleurs joueurs de ligne défensive de la Ligue canadienne de football. Donc, c'est sûr, d'une certaine façon, ses services vont manquer à la défense des Alouettes. Hier, après l'entraînement, Renaud, j'ai interviewé Darnell Sankey, secondaire Mm-hmm. intérieur de Montréal. On dirait, lui, il a pris ça personnel, justement, là, les 234 verges au sol qu'on a accordé aux Argonauts le 28 septembre. Puis il l'a même dit lui-même. Il a dit qu'il se devait de mieux jouer, que le front va devoir mieux jouer. Mais j'ai l'impression que sa fierté a été piquée. Puis peut-être au sein de la défense au complet, notre fierté a été piquée du côté des Alouettes. Et justement, là, on va tout faire afin que ça ne va pas se reproduire, le genre de performance qu'on avait eu le 28 septembre à Toronto. Parce que oui, on parle beaucoup de l'attaque au sol des Argos, mais aussi par la passe. Tu sais, ça a bien été. La semaine dernière, Toronto a défait Ottawa
lors de la demi-finale de l'Est. On a marqué 58 points. Chad Kelly a évité les revirements. On avait hâte de le voir sous pression. Alors, est-ce que tu Mhm. penses vraiment, est-ce que les Alouettes pourront arrêter également Chad Kelly et l'attaque aérienne des Argonauts? Bon, la première des choses, c'est que la semaine dernière, Toronto jouait contre Ottawa, puis qu'Ottawa, depuis, j'ai envie de te dire 2 ans, mais ça fait plus que 2 ans, s'est fait une spécialité d'accorder des gros jeux par la passe. Ben, on en voit justement dans le montage que tu as préparé pour le podcast, mais c'est ça. Ottawa, c'était ça toute l'année. On était capable de défendre, et là, un gros jeu de l'adversaire, et ça venait complètement casser nos reins. Donc, est-ce que les Alouettes vont accorder des longs jeux comme ça? J'ai pas l'impression que c'est le genre d'équipe qui s'habitue justement d'accorder des grosses portions de terrain à l'adversaire comme Ottawa le faisait. Ceci étant dit, il va falloir déranger Chad Kelly plus que le Rouge et Noir a réussi à le faire. Je sais que Lorenzo Molden, en début de match, a réussi à l'étamper à un certain moment, mais c'était pas suffisant. Il faut le déranger tout le long. Et le meilleur exemple pour ça, ben, c'est le match des Alouettes contre les Argonauts en finale de l'Ouest l'an dernier. Au début du match, les Argonauts ont traversé le terrain au grand complet sans difficulté, mais ils n'ont pas complété leur séquence. Marc-Antoine Dequoy a retourné une interception pour un toucher. Et à partir de là, le party a commencé dans la défense des Alouettes. On frappait Kelly. On était dans son visage tout le long et lui a complètement perdu la boule. C'était quoi? Un 8 revirements, si je me souviens bien, dans le match de l'an dernier. On ne peut pas s'attendre à 8 revirements dans le match. Ce serait complètement injuste de demander à l'unité défensive de créer autant de revirements encore une fois. Ceci étant dit, si on peut être dans le visage de Kelly, le déranger, je sais que c'est cliché, je sais qu'on dit ça de tous les carrières, mais Chad Kelly en particulier, c'est plus le même joueur quand tu le vois qu'il n'est pas dedans, comme on dit, dans sa game. Ouais, je parlais là, de la fierté de Darnell Sankey là, qui a été abîmé lors de la dernière fois que les Alouettes ont affronté les Argonauts. Ça, c'est certain là, que la fierté de Chad Kelly a pris un dur coup l'année dernière lors de la finale de l'Est. Alors, s'il y a quelqu'un du côté des Argonauts qui doit prendre ça personnel, ce match-là, c'est bien lui. Et il n'y a rien que les Argos aimeraient plus que venir à Montréal, au Stade Russell Molson, et faire le même coup que les Alouettes leur ont fait l'année dernière lorsque les Alouettes ont cassé le party au BMO Field. Le stade était plein. On s'attendait à Toronto à ce que les Argonauts accèdent au Ouais. match de la Coupe Grey. Alors, on aimerait vraiment remettre la monnaie de la pièce aux Alouettes aujourd'hui, j'allais dire samedi, plutôt Ouais. samedi Samedi, ouais. après-midi. Mais défensivement, les Argonauts ont accordé 38 points toutefois à Ottawa. Ouais. Alors maintenant, Cody Fajardo avec ses receveurs, Austin Mack est là, en santé maintenant. Est-ce qu'on pourra tirer profit d'une tertiaire des Argos qui a connu vraiment des mauvais moments au cours de la saison? Puis là, ça refait surface la semaine dernière à Ottawa. Ouais, ben écoute, je vais emprunter une page de ce que tu as utilisé tout à l'heure pour décrire un peu le début pas le début de saison, mais la saison régulière des Argos. Est-ce que c'est dans leurs habitudes? Je ne sais pas, mais ce qui est surtout observable, c'est que Ottawa, ils avaient connu une mauvaise fin de saison à l'attaque. Mis à part leur dernier match où on semblait avoir retrouvé nos sens contre des Tiger Cats qui étaient déjà éliminés. Rappelle-toi, les derniers matchs d'Ottawa ont été extrêmement difficiles. On a cloué Drew Brown au Oui. banc à un point où, à quoi, 2 matchs de la fin de la saison régulière, on savait même pas si ce serait Drew Brown ou Jeremiah Masoli qui prendrait le départ en éliminatoire pour Ottawa. Et ils ont quand même réussi à marquer 38 points dans un match où ça a été loin d'être parfait. Et je regarde les habitudes des Alouettes, et c'est là un peu que j'emprunte une page de ce que tu as dit tantôt. Même si le dernier tiers de la saison a été difficile pour les Alouettes, particulièrement en attaque, je trouve que dans le match contre les Blue Bombers, l'attaque a bien performé sous Cody Fajardo. Et il n'a pas terminé le match, évidemment. On a voulu le reposer au quatrième quart. Mais quand même, je trouve que la portion du match où il était dans la partie, il a bien performé. Il n'avait pas l'air du KR rouillé des dernières semaines qui avait raté de l'action, évidemment, là, avec la naissance de son deuxième enfant. Et j'ai trouvé que cette attaque-là était plus fluide. Maintenant, c'est un match. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se fier là-dessus pour espérer une belle performance en attaque dans les éliminatoires? Je trouve ça difficile de faire une prédiction comme ça, mais quand même, j'ai trouvé cette performance-là intéressante. Et surtout, c'était un match qui avait une valeur. On ne jouait pas contre une équipe éliminée, on jouait contre les Blue Bombers qui jouaient pour le premier rang dans l'Ouest. Donc, pour moi, ça a une valeur. J'ai hâte de voir si les Alouettes vont pouvoir répliquer, mais si on se fie à la saison au grand complet, on peut pas être confiant à 100% que l'attaque va être productive dans le match.
Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que la performance en général, autant du côté de l'attaque que la défense contre les Blue Bombers, ça a été une performance encourageante, là, malgré le fait qu'on a perdu le match, bon, à la toute fin. Mais est-ce que la ligne à l'attaque sera en mesure de donner du temps à Cody Fajardo? Ça, c'est ma question numéro un pour cet affrontement-là. Est-ce que cette ligne à l'attaque-là sera en mesure de créer des brèches pour le jeu au sol, pour Walter Fletcher et Sean Thomas Arlington? Tom Arlington et Fletcher ont les dons connus de bonnes rencontres contre les Blue Bombers de Mhm. Winnipeg lors du dernier match de saison régulière. Est-ce que la protection va tenir le coup afin de donner du temps à Fajardo pour cibler Charleston Rambo dans les zones profondes? Ça, c'est une autre chose. J'ai bien hâte de voir le plan de match de Jason Mass en attaque Ouais. parce que moi, je trouve qu'on ne cite pas assez souvent Charleston Rambo. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais pour moi, Renaud, Charleston Rambo est le meilleur joueur en attaque des Alouettes. Je dirais même que euh, oui, c'est un meilleur receveur que Austin Mack parce qu'à quel point il est explosif. Alors, pour moi, au moins 2 fois par demi, il faut attaquer les zones profondes avec Rambo parce que même si la passe n'est pas complétée, peut-être qu'on va avoir une pénalité d'obstruction qui sera décernée contre la tertiaire des Argonauts, que je le répète, elle a démontré tout au long de la saison qu'elle est vulnérable. Elle l'a démontré la semaine dernière. On a permis à Drew Brown de passer pour des gains de 400 verts. Ouais, écoute, j'ai envie de te dire que depuis le retour au jeu de Cody Fajardo, pas de la naissance de son enfant, mais depuis sa blessure, là, depuis que Davis Alexander a eu sa séquence de départ, où Charleston Rambo a eu un peu son éveil, si tu veux, dans la formation offensive des Alouettes. Mhm. Depuis ce temps-là, on l'a plus ou moins vu, on l'a moins ciblé, tu as raison de le mentionner. C'est drôle parce qu'il était en train de devenir un morceau tellement important de cette attaque-là, mais depuis un mois, c'est un joueur qui est complètement marginal dans l'attaque des Alouettes. On n'entend jamais son nom au cours des rencontres. C'est pas un joueur qu'on veut cibler à répétition. Puis je vais dire un peu comme tu dis, il faut le cibler plusieurs fois, 4 fois par match au minimum, ça me semble aucunement déraisonnable ce que tu as commandé. Parce que c'est un joueur extrêmement dangereux. C'est un joueur qui, avec une seule réception, peut changer l'allure d'un match. Puis une fois que le ballon est dans ses mains, même sur une courte distance, c'est un joueur qui peut faire briser des plaqués en raison de sa vitesse et des changements de direction. Donc, moi, je crois qu'il faut l'impliquer de plus en plus dans le match. Et surtout, je regarde un gars vers Austin Mack qui est aussi un receveur vedette, là, entendons-nous, c'est rien contre Austin Mack, mais on peut pas Oui, oui, dire oui, qu'il, ben dans les oui. matchs où il a joué parce qu'il a blessé, parce qu'il a été blessé, on peut pas dire qu'il a été étincelant cette saison. Donc, en vue des éliminatoires, un moment où on a besoin d'être rodé, un moment où c'est plus le moment de faire des tests, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de tout le monde dans le groupe de receveurs chez les Alouettes, de vraiment étendre le ballon si on veut venir à bout des Argonauts. On doit remettre le ballon à nos meilleurs joueurs. C'est un match sans lendemain, là. C'est aussi simple que ça, là. À Mhm. l'enjeu, c'est une participation au match de la Coupe Grey. Donc, le match ne peut pas se terminer puis que Rambo ait juste été ciblé 3 fois, là. Ça ne peut pas arriver. Faut, dès le début, là, on doit trouver une façon de remettre le ballon à nos joueurs d'impact du côté des Alouettes. Et en tête de liste, je le répète, pour moi, il y a le nom de Charleston Rambo. Avant de se quitter, parlons des unités spéciales. On n'en a pas parlé. C'est toujours l'aspect de jeu qu'on oublie d'évaluer lorsqu'on on essaie d'y aller de prédiction. D'un côté comme de l'autre, on a de bonnes unités spéciales, de bons retourneurs de beauté. Junior Grant du côté des Argonauts de Toronto. James Hatcher a connu une bonne deuxième moitié de saison. Il avait connu un passage à vide à un certain moment donné. Mhm. Mais bon, il n'y a pas juste lui, naturellement, sur les unités spéciales. Il faut bien bloquer pour notre retourneur. Les deux entraîneurs d'unités spéciales, Baron Archambault et Mickey Donovan, ont fait leurs preuves. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un côté qui serait peut-être favorisé? Les botteurs, les Alouettes ont mis sur Matos du côté de Toronto. Ben, également, là, on mise sur un bon botteur. Ouais, exact. Et puis, du côté des Alouettes, ça a été une longue saison hein, au niveau des unités spéciales où on s'est posé plusieurs questions. José Matos, quand il est entré dans la mêlée, on se disait il faut qu'il survive. C'était ça la mission. On se disait prends les Ouais. petits bottés et fais le travail le temps qu'on soit capable de se débrouiller. Mais finalement, José Matos, si on regarde les statistiques, je sais que sa moyenne de placement est assez courte, mais quand même, il les a réussis. Puis il a été extrêmement efficace pour les Alouettes. Il y a des matchs qu'ils auraient sans doute échappé si c'était pas de la tenue de José Maltos. Donc, de donner un avantage, peut-être pas. Je suis pas rendu à ce point-là, surtout que j'avoue que je suis pas un grand expert des botteurs au football. Au niveau des retours de beauté, par contre, moi, j'ai toujours été un gros fan de Janarion Grant.
J'ai pas envie de dire parce que, écoute, ça prend un jeu puis c'est un match éliminatoire. Tu sais comment c'est au football, c'est un match et c'est terminé. Il n'y a pas de série de matchs. Donc, un seul jeu sur les retours de beauté peut faire un gros avantage. Je pense que les Alouettes sont l'équipe qui pourrait, par contre, le plus profiter d'un gros match de leur retourneur de beauté. La raison est simple, donner un coup de main à l'attaque, donner des courts terrains à Cody Fajardo. Si j'ai à faire confiance à une des deux attaques pour traverser le terrain de façon le plus efficace, je pense que Toronto est peut-être mieux rodé à ce niveau-là, une équipe plus complète à ce niveau-là. Donc, je vais dire James Letcher simplement parce que les Alouettes en ont peut-être plus besoin que les Argonauts. Bon, ben voilà, écoute, on a fait le tour. Comme je le disais tout à l'heure, il nous reste juste à patienter pour la finale de l'Est qui aura lieu samedi après-midi à 15 heures au stade Percival Molson. Les Argos seront en ville. Alors, on verra quelle équipe sera en mesure de l'emporter afin d'accéder au match de la Coupe Grey. Ben, écoute, Renaud, je te remercie. Et puis, écoute, ben, on va se voir très prochainement de toute façon, soit aux entraînements, ou ben, soit au bureau à RDS ou à la rencontre, après la Exact. rencontre sur le terrain. Alors, Salut, merci beaucoup, Didier. Renaud. Alors, ben, oui. Alors, les éliminatoires qui se poursuivent également au football universitaire canadien, et en particulier du côté de la RSEQ. Alors, ça va être la Coupe Dunsmore samedi à midi à Québec, alors que le Rouge et Or va accueillir les Carabins de l'Université de Montréal. C'est rendu une tradition à l'automne que ces deux équipes s'affrontent dans le cadre de la Coupe Dunsmore. Alors, afin de mettre la table pour cette rencontre, on va maintenant accueillir le coordinateur de l'unité défensive des GGs de l'Université d'Ottawa, Jean-Vincent Paussy-Audette. Jean-Vincent, tout d'abord, ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Didier. Oui, alors Jean-Vincent, pour les gens qui te connaissent pas beaucoup, bon, comme je viens de dire, tu es coordinateur de la défense des GGs de l'Université d'Ottawa, mais tu as également travaillé pour les Alouettes en tant qu'entraîneur des unités spéciales. Du côté des GGs, je sais que vous n'avez pas connu la saison que vous auriez espéré, mais c'est quoi ton résumé là, de la saison que vous avez connue? C'est sûr que c'est pas la saison voulue parce que l'équipe qui gagne jamais le dernier match, ben si tout le monde est déçu, tu gagnes pas, puis des choses comme ça. Mais quand tu prends un recul après une semaine, tu regardes le bilan, on a eu beaucoup de blessures cette année, on a eu une saison difficile, on a eu 4-4. On a réussi à faire les séries pareil, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait jouer nos jeunes joueurs, ils ont pu progresser, puis on peut bâtir pour quelque chose de solide pour l'avenir. C'est ce qu'on peut tirer comme conclusion. Ouais, ben parfait. Écoute, je te le souhaite. Tu fais beaucoup de recrutement au Québec, donc tu connais très bien les joueurs autant du Rouge et Or que ceux des Carabins. Les matchs sont toujours serrés. Match Rouge et Or Carabins lors des dernières années, les deux équipes se sont affrontées au cours de la saison régulière. Encore une fois, ça a été des matchs très serrés entre les Carabins et les Rouge et Or. Qu'est-ce que tu as retenu de ces rencontres-là là, à l'approche seulement de la Coupe Dunsmore qui va avoir lieu samedi? C'est toujours un classique. Quand tu veux voir les matchs Montréal-Laval, c'est comme dans le temps, ceux qui étaient plus vieux et qui écoutaient les matchs canadiens-nordiques. Tu t'aimes jamais de voir ces belles rivalités-là. Puis c'est ça, ben, évidemment, Laval, c'est mon ancienne équipe, c'est mon alma mater. Fait que c'est sûr que j'ai une belle affinité. Puis je suis content de les regarder jouer. Puis Montréal, évidemment, on a parti ce programme-là avec Jacques Dussault. Fait que c'est toujours le fun de regarder ces matchs-là. Puis c'est du beau football, c'est du bien coaché. Des deux côtés, il y a des bons joueurs de chaque côté. Tu fais l'analyse des forces, là, c'est tellement serré. On commence, disons, on regarde avec l'attaque. La O-line des deux côtés, c'est des bons fronts. Ils ont des bons O-line, ils sont bien coachés. Un côté, tu as Mathieu Pronovo, qui est un bon O-line coach au Carabin, un ancien collègue. Puis l'autre côté, ben, t'as pas besoin de présentation. Carl Brennan, il fait ça depuis au-dessus de 30 ans. Ah, la légende. Ouais, c'est une très grosse légende, Carl. Puis la légende est vraie. Des fois, tu sais, des légendes, on exagère comme un pêcheur qui. Mais lui, Carl Brennan, la légende est vraie. C'est un très bon line coach. Fait que d'un côté, t'es au line de Laval, comme je t'ai dit, bien coaché, bien préparé. T'as des bons porteurs de chaque côté. T'as Vital puis Kalenga du côté de Laval. De l'autre côté de Montréal, t'as Lucas. Fait que c'est sûr qu'ils vont ouvrir des brèches. Mais je serais surpris, si on continue l'analyse d'attaque, je serais surpris que oui, les équipes vont essayer de courir, regarder ça balancer
avec les coordonnateurs offensifs, mais contre les fronts de Montréal, les fronts de Laval, ça va être difficile de porter le ballon. Euh, je prévois pas qu'il y ait des grosses explosions au niveau de la course. Ça va être plus au niveau de la passe que va se jouer. Donc, ça va jouer entre Sénécal puis Et Arnaud. Arnaud Fait Desjardins, que ouais. Ouais. ouais, Arnaud Desjardins, c'est là que ça va jouer. Puis je pense que Sénécal, avec ses jambes, va créer des choses un peu plus avec sa capacité de bouger dans la pochette puis d'extendre les jeux. Non, ça va être un bon match. Je suis excité, j'ai hâte de voir ça, comment que ça va se dérouler. Ouais, ben c'est ça que j'allais te demander. Parce que bon, Sénécal, tu viens d'en parler, là, c'est un carrière qui est mobile. Alors, défensivement, là, qu'est-ce que le Rouge et Or va devoir faire afin de limiter les dégâts contre le carrière étoile des Carabins? Ça, c'est le challenge ou le défi le plus important pour qu'on ait peur défensif, c'est de garder des QB comme ça, vraiment mobiles dans la pochette, puis essayer de limiter les explosions. Puis malgré quand tu fais un bon travail de couvrir les receveurs, comme admettons, faut que tu couvres Enrique Leclerc, Carl Chabot, qui sont difficiles à couvrir, que ce soit en main ou en zone. Là, tu te retournes, puis là, tu as un QB, un carrière comme ça qu'on appelle ça qui scramble. C'est très difficile. Fait que, euh, à cause de la capacité de Sénécal, je pense qu'il va falloir qu'il joue beaucoup de zone à la défensive. Puis pour jouer, parce que si tu as le dos tourné, puis Sénécal décide à courir, ben là, il y a trop de terrain. Fait que, il va falloir qu'il joue un peu de zone. Puis si Sénécal est trop bon, ben, il va falloir que tu mettes un spy dessus. C'est-à-dire quelqu'un qui est attitré à le couvrir pour que quand il quitte la pochette, ben, tu vas pouvoir le rattraper. Puis Sénécal, c'est le meilleur football que je l'ai vu jouer. Là. Je regarde du film de lui. On l'a recruté depuis qu'il était sorti à Grasset et qu'il est aux États-Unis. C'est le meilleur football qu'il joue de sa carrière. Il est vraiment calme. Le fait qu'il ait gagné, on dirait, l'année passée, la Coupe Vanier, a comme enlevé une pression sur lui. Il a déjà comme un peu livré la marchandise, si on peut dire. Il a délivré il a donné une Coupe Vanier à l'organisation des Carabins. Fait que maintenant, il joue avec une plus grande confiance, il est plus calme, il est plus poised dans la pocket. C'est des choses que tu vois sur tape quand tu remarques. Puis je pense que ça peut être lui le X-Factor à cause de ces éléments-là. Parce que c'est tellement des équipes bien bâties, bien balancées, bien coachées, que ça va faire la différence. C'est des jeux exceptionnels. Puis je pense que lui, Jonathan, c'est le X-Factor là, pour les deux équipes. Ouais, ben, c'est ça, il y a tellement des joueurs talentueux, il va tellement en avoir sur le terrain, d'un côté comme de l'autre. On a parlé des deux carrières. Il y a le receveur Olivier Cool du Rouge et Or qui est très Mhm. explosif aussi. Est-ce qu'il y a un joueur qui passe sous le radar, là, que ce soit du côté des Carabins ou du Rouge et Or, que tu crois qu'il pourra avoir un impact là, dans la rencontre? Euh, à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment de joueurs sous les radars parce qu'on se connaît tellement. Ils se sont affrontés plusieurs fois pendant la saison. Ils s'affrontent depuis des années. Donc, il n'y a pas vraiment de joueurs qui vont passer sous le radar. C'est-à-dire qu'il y a toujours des joueurs surprises dans les playoffs qui se démarquent, qui font des jeux. Mais ça Mais reste un que je joueur qui pense pourrait la faire clé la pour différence selon toi, ouais. un joueur qui préfère la différence. Je mettrais mon petit 2 sur, ben, du côté Laval, un petit 2 sur Cool. Il a vraiment une bonne saison. Il est sur une belle lancée. Ce que Mhm. j'aime, la différence que je vois par rapport aux autres années, l'année passée, il y avait, j'oublie le receveur qui est rendu à Toronto. Euh, Ah, Kevin Mittal. Il y avait Mitard. Mittal. Ouais, Ouais. Mittal, c'était un beast. Puis il était comme. C'est un gros receveur, il faisait des gros jeux, il attirait beaucoup l'attention. Mais là, cette année, à cause que Mittal n'est pas là, ben, il y a comme une meilleure distribution du ballon au niveau de Laval. Il y a Mhm. moins de pression sur Desjardins parce qu'un gars comme Mittal, quand il n'a pas le ballon, après la série d'après, il est dans le visage du carrière, puis il dit hey, je veux donne-moi le ballon, donne-moi. Puis, Olivier Cool, je pense pas que c'est un type de joueur comme ça. Fait que ça enlève beaucoup de pression sur un carrière parce que l'adversité va en avoir pendant la partie. Puis d'habitude, les receveurs qui sont comme Mittal, ils ont des gros tempéraments, des gros égos, ils veulent le ballon tout le temps à chaque jeu. Mais ils sont souvent dans la phase carrière, entre les séries, hey, je suis ouvert, donne-moi le ballon. Mais Cool, je pense pas qu'il est comme ça. Fait que je pense qu'Olivier Cool, surtout la façon que Justin Etier, le coordinateur offensif, va changer les formations, va essayer de le libérer sûrement des doubles couvertures, des choses comme ça. Puis, pour ça, je penserais Cool pour du côté de l'attaque pour Laval.
Puis pour Montréal, ben, moi, ça reste Sénécal. Ça va être le joueur qui va être à surveiller, ça, c'est certain. Bon, ben Jean-Vincent, t'as porté les couleurs du Rouge et Or, t'as coaché pour les Carabins. À qui tu donnes l'avantage? Ou est-ce que tu es tout simplement déchiré? Ah, je suis déchiré. C'est la question qui tue. C'est sûr, mon alma mater, je voudrais que Laval gagne. Mais ils ont une dure commande. Les Carabins sont sur une belle lancée. Des dernières années, les Carabins semblent avoir les numéros du Rouge et Or. Puis l'avantage du terrain, de jouer devant 25 000 personnes, je m'attends que ça va être sold out. Ce sera pas de temps parce que des dernières années, je regarde les victoires, défaites. Les Carabins ont été battre Laval à Laval, ce qui est très dur de faire. D'habitude, c'est pratiquement impossible de battre Laval de battre le Rouge et Or à la maison. Mais les Carabins ont trouvé une façon de le faire. Ça va être très, très serré. Ça peut se jouer sur une unité spéciale où ce que Montréal a un petit edge à cause des bottées de placement, où ce que sont un petit peu plus constants, sont un petit peu plus, je dirais, ouais, constant, c'est le mot. Euh, mais j'ose pas prédire un bord ou de l'autre, mais c'est ça, mon côté dans mon cœur, je dirais que Laval gagne. Puis les Carabins ont gagné l'année passée, fait que c'est le fun que ça change un petit peu, brasser la soupe un peu là. Ah ben c'est parfait. Alors la rencontre qui va avoir lieu samedi après-midi à midi sur le campus de l'Université Laval à Québec. Ben, encore une fois, Jean-Vincent, je te remercie de ta contribution et puis on se reparle très prochainement. Merci beaucoup, Didier, pour l'invitation. Bon temps d'humeur à tout le monde. Allez, passe une bonne journée. Aussi. Salut, ciao, ciao. Alors, c'était Jean-Vincent Poussy-Audette, coordinateur de la défense des GGs de l'Université d'Ottawa. On va se tourner du côté de la NFL en compagnie de Marc-André pour la 10e semaine d'activité. On dit tout le temps, là, la saison de la NFL, ça passe vite, mais c'est vraiment le cas. Là. On est rendu au mois de novembre, 10e semaine d'activité. Puis le tiers de la Ligue, Marc-André, a une fiche de 2-7, on dirait. Il y a vraiment des Moi aussi, mauvaises j'ai remarqué équipes ça. là, cette année. Ouais, t'as remarqué Il y a toi aussi, beaucoup ouais. d'équipes à 2 victoires. Ouais, en préparant cette chronique-là, je me suis dit, en préparant le podcast, je me suis dit, mon Dieu, il y a donc bien des équipes à 2-6, 2-7. C'est fou, c'est fou. Puis, ben, on va Ouais, commencer, par exemple, vraiment. Didier, par. Oui, on va commencer par. Jeudi soir, on risque d'avoir des feux d'artifice. Les Bengals, avec leur fiche de 4-5, affrontent les Ravens à 6-3. Le total de points de ce match-là, Didier, est à 52,5. Donc, on s'attend à beaucoup de points marqués entre ces deux équipes. Lors de la semaine numéro 5, les Bengals avaient laissé filer une avance de 10 points avec 6 minutes à faire pour s'incliner 41-38 face aux Ravens. Ouais, hein, les Bengals auraient dû gagner ce match-là. Mais au moins, du côté de Cincinnati, après notre mauvais début de saison, on est de retour dans la course pour une place en éliminatoire. Mais les problèmes de la tertiaire des Ravens de Baltimore, on en a parlé lors des dernières semaines, ils sont toujours présents. Là. Mais là, on parle de duel qui va mettre aux prises Joe Burrow face à Lamar Jackson. On est à la mi-saison et Lamar Jackson est le favori afin de remporter le titre de joueur par excellence. C'est en mesure de le faire. Ça va déjà être le troisième titre de joueur par excellence de la NFL pour Lamar. Mais écoute, les Bengals, la semaine dernière, ça a été 5 passes de toucher hein, pour Joe Burrow. Mais c'était contre les Raiders, il faut dire. Alors, encore une fois, le match à 5e semaine, Cincinnati aurait dû gagner cette rencontre-là. Puis là, depuis le début de la saison, ce sont les Ravens qui nous ont habitués à perdre des avances. Mais lors de cette rencontre, Baltimore, comme ça mentionné, avait été en mesure de revenir de l'arrière pour arracher la victoire dans les mains des Bengals de Cincinnati. Est-ce qu'on pourra arrêter et ralentir Derrick Henry? Ça, c'est une autre question, Ouais. parce que Henry, lui, écoute, il est incroyable, Marc-André. Il a marqué un touché lors de chaque match de la saison jusqu'à présent. Ben, moi, je vais prendre le over. Hein. Pour le over-under, tu en as parlé. Il faut Ah prendre le ouais. over parce que les deux défenses se cherchent. Ah, moi, je pense que, ouais, je crois pas que ça va être un. Tu penses que ça va être un match à bas pointage? Je pense que, comme Non, tu pas l'as du dit, il va y tout. avoir Pas du tout. des feux d'artifice. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ben écoute, personnellement, je veux dire, on a fait une acquisition du côté des Raisins. On est allé chercher le vétéran Tre'Davious White pour essayer, disons, de renforcer un peu cette tertiaire-là. Mais White, honnêtement, n'est plus le joueur qu'il a déjà été à Buffalo ou plutôt dans sa carrière. C'est plus une présence d'un vétéran qui pourrait peut-être. En tout cas, je me questionne en fait sur son apport vraiment. Est-ce que s'il va changer vraiment les choses dans la tertiaire des Ravens, ça reste à voir.
Du côté des Bengals, j'aimerais porter votre attention à T. Higgins. T. Higgins, là, c'est un gars qui, sur Facebook, se met attending à toutes les parties puis qui se pointe jamais. Tu sais, on a toujours un ami qui se met présent au party ou dans les soirées puis qui se pointe pas. C'est un peu ça pour T. Higgins. Il est en voie de rater un 3e match consécutif. Il s'est blessé lors le vendredi du match, v'là 2 semaines. Je pensais sincèrement on l'avait peut-être mis dans la ouate pour l'échanger, mais on l'a pas échangé. Il en est à ses derniers 1000 avec les Bengals. Il deviendra joueur autonome libre comme l'air l'année prochaine. Euh, la présence de T. Higgins, ça change ou pas, ça change vraiment la dynamique de l'attaque des Bengals. Lors du premier duel entre les deux équipes, tu as parlé de 5 passes de toucher face aux Raiders. Ben, Joe Burrow avait lancé 5 passes de toucher contre les Ravens. Mais je pense que T. Higgins est un élément important qui va manquer à l'appel. Puis je pense qu'au final, personnellement, je pense que les Ravens vont l'emporter à domicile. Ouais, Tegan, je sais pas s'il est intéressé à revenir au jeu. Tu sais, comme tu l'as dit, il va devenir joueur autonome après la saison. Là, est-ce qu'il est déjà en train de penser à l'hiver? Il tente de se protéger. Tu sais, il n'est pas intéressé nécessairement à subir une blessure parce qu'il devrait toucher le gros lot. En tout cas, c'est un bon point que tu amènes. Moi, je vais choisir les Ravens afin de l'emporter pour une 2e fois cette saison contre les Bengals de Cincinnati. Si les Bengals l'emportent, je ne serais pas surpris en raison des déficiences qu'il y a au niveau de la tertiaire des Ravens de Baltimore. Comme tu l'as dit, Tre'Davious White, même lorsqu'il était à son apogée avec les Bills de Buffalo, ça n'a jamais été un demi-coin qui était extrêmement rapide. Là, il a subi des blessures aux jambes. Il est plus âgé, alors il est moins rapide, mais comme tu dis, au moins c'est un vétéran qu'on a ajouté, mais ça va prendre plus que ça. Là. Il y a des erreurs qui sont commises en termes de couverture du côté de la tertiaire des Ravens de Baltimore depuis le début de la saison. Même la semaine dernière contre les Broncos, Bo Nix a eu des opportunités en début de match. Il y avait eu des erreurs de couverture. Les receveurs étaient libres, mais Nix a été imprécis. Si on commet le même genre de bévue du côté des Ravens, Joe Burrow va avoir le compas dans l'œil parce que lui, il semble être en mission. Il veut vraiment participer aux éliminatoires. Mais je pense que les Ravens vont l'emporter. Un peu comme à chaque année, les Bengals, on dirait qu'ils ont un lent départ, puis par la suite, ils appuient sur l'accélérateur. Didier, c'est une excellente transition, Bonix, avec le prochain affrontement, notre prochain duel, alors que les Broncos à 5-4 vont se rendre au Arrowhead pour affronter les Chiefs à 8-0. Pour les Broncos, ça a vraiment été un retour sur terre contre les Ravens la semaine dernière. Ouais, ben je pense que les Broncos ont juste démontré qu'ils n'étaient pas au même niveau que l'élite de la NFL. Je crois vraiment que les Ravens appartiennent à l'élite de la NFL. Mais c'est correct. Écoute, on a une fiche gagnante. On n'aurait pas espéré ça avant le début de la saison. Bonix s'est amélioré depuis le début de la saison. Malheureusement, comme je viens de dire, la semaine dernière, il a été imprécis sur certaines de ses passes. Mais là, on va affronter les Chiefs de Kansas City. Le match va avoir lieu à Kansas City. Mais traditionnellement, les Broncos jouent bien contre les Chiefs. Hein. Même si Denver n'a pas participé aux éliminatoires là, depuis longtemps, mais c'est une équipe de la section. Alors, on sait à quoi s'attendre lorsqu'on affronte les Chiefs de Kansas City. Donc, ça pourrait être un match qui sera plus serré qu'on peut l'anticiper. Mais les Chiefs sont toujours invaincus. Ils ont gagné en prolongation lundi soir. Moi, je l'ai dit, tant que Kansas City ne va pas perdre, je vais continuer de sélectionner les Chiefs à toutes les semaines. Là, ça va être encore une fois le cas contre les Broncos de Denver. Surtout que la défense des Chiefs, elle est solide. Et puis Bonix, je ne crois pas qu'il soit encore au niveau de son développement où il peut connaître des succès contre une unité défensive de la qualité de celle de Kansas City. Il faut souligner la performance de DeAndre Hopkins, qui, à son 2e match avec les Chiefs, a marqué 2 touchés, Oui. récolté 86 verges. Vraiment, il a vraiment été excellent. On se rend compte que les Chiefs ont besoin de ce genre de receveur-là. Xavier Worthy n'allait pas faire le travail. Je pense sincèrement qu'on le voit plus comme un jouet, comme un gadget du côté des Chiefs. Un jeune Mecole Hardman, si je peux m'exprimer comme ça. Mais on se rend compte que les Chiefs, vraiment, sont à la recherche de ce, disons, mâle alpha. On a été chercher plutôt on a rapatrié Juju Smith-Schuster, puis on lui a donné vraiment, on l'a ciblé à outrance. Il a connu quelques bons matchs lorsqu'il était en santé. Je veux dire, DeAndre Hopkins, il rentre dans le rôle de Rashee Rice également. On a eu Rashee Rice, puis Juju, puis DeAndre Hopkins. Je pense que Hopkins va être un élément important des Chiefs d'ici la fin de la saison. Les Chiefs ont 8 victoires de suite à domicile contre les Broncos. Ils sont sur une belle séquence, donc moi, je pense que ça va se poursuivre également. Je prends les Chiefs pour l'emporter contre les Broncos.
Les Steelers de Pittsburgh, avec une fiche de 6-2, vont affronter les Commanders et la fiche de 7-2. Didier, c'est la première fois depuis 1996 que les Commanders amorcent une Hey, saison avec 7 victoires en 9 rencontres. hey, 96, ça fait longtemps. Ma deuxième année au Ouais. cégep, imagine-toi. Alors, ben, puis ça, c'était Bill avant Dan Clinton Snyder. contre Dan Bob Snyder. Doyle, ouais, à la Ah, course c'était ça, oui, à la mais présidence. Ouais. ouais, et ça va être notre seule référence aux élections américaines lors de l'épisode du podcast. Ouais, On c'est bon. va, on va parler de l'élection de 96. Mais ouais, 7 et 2. Hein? Alors, Dan Snyder, lui, il avait acheté les Redskins à l'époque, en 1999. Alors, tu vois, même ça, là, notre meilleur début de saison, c'était avant Dan Snyder. Écoute, moi, j'ai bien hâte de voir cette rencontre-là. Les Steelers ont eu congé la semaine dernière, donc ils devraient être reposés lorsqu'ils vont s'amener à Washington contre les Commanders. Mais de voir le duel, le jeu d'échecs entre la défense des Steelers et l'attaque des Commanders, j'ai bien hâte de voir ça parce que il n'y a pratiquement personne qui est en mesure de ralentir Jaden Daniels et compagnie depuis le début de la saison. Les Bears avaient fait du bon boulot jusqu'au Hail Mary, bien sûr, mais les Steelers sont équipés là, pour donner, je crois, des mots de tête à Jaden Daniels et appliquer de la pression, le frapper, le tabasser avec TJ Watt, avec Highsmith notamment. Donc, moi, je vais choisir les Steelers pour l'emporter. Les Commanders ont une fiche de 7 et 2, mais là, bon, écoute, ils ne vont pas finir 15 et 2 tout de même. Alors, c'est rien contre Washington. On connaît une bonne saison. Benjamin Saint-Just a connu un fort match la semaine dernière. Et on lui a demandé de couvrir Malik Neighbors. Et on a amené du renfort également du côté de la tertiaire des Oui, Commanders à la date limite des transactions. exactement. Je voulais justement te dire que ce sont deux équipes qui ont magasiné à la date limite des transactions. On a acquis les services de Marshall Lattimore du côté des Commanders. Est-ce que tu penses justement, Didier, que ça va jouer sur le temps de jeu ou que ça pourrait jouer sur le temps de jeu de Benjamin Saint-Just d'ici la fin de la saison? Non, je crois pas que ça va jouer sur son temps de jeu. Il va juste devenir le demi de coin numéro 2 des Commanders. Je pense on va envoyer Lattimore contre les receveurs numéro 1 des équipes adverses. Benjamin avait ce mandat-là depuis le début de la saison. On l'avait remarqué. Il a connu de bons matchs. Il a connu quelques matchs un peu plus difficiles, notamment contre Zay Flowers. Zay Flowers, bon, il fait ça à plusieurs demi de coin. Mais je pense qu'on avait ce besoin-là là, afin de s'améliorer au niveau de la tertiaire des Commanders. Lattimore, c'est un des meilleurs demi-coins de la NFL. Alors ça va juste aider Benjamin, selon moi, là, d'être sur le terrain en compagnie de Marshall Lattimore. Alors, tu sais, maintenant, tu vas avoir Lattimore demi-coin numéro 1, Saint-Just demi-coin numéro 2. C'est tout un duo là, de demi-coin. Les deux sont grands, gros, qui ont des gros physiques. Non, ça, c'est vraiment intéressant. Lattimore est toujours ennuyé par une blessure. Je ne crois pas qu'il va être en uniforme contre les Steelers de Pittsburgh. Hmm. Mais moi, comme je te dis, je choisis les Steelers afin de l'emporter. Russell Wilson a mieux joué lors de son deuxième départ à titre de carrière des Steelers. Alors, moi, je choisis Pittsburgh afin de l'emporter contre Washington. Ça fait longtemps que les Commanders n'ont pas été acheteurs pardon, à la date limite des transactions. Mais du côté des Steelers, j'aimerais t'entendre sur les acquisitions de Mike Williams et de le receveur Mike Williams et de Preston Smith en défense. Ouais, ben, Preston Smith, je suis pas certain de qu'est-ce qui reste dans son réservoir. Écoute, avec les Packers, il ne jouait pas beaucoup, là, à moins que je me trompe. Il a déjà été un bon joueur, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est un chasseur de quart. Tu peux pas miser sur suffisamment de chasseurs de quart. Et puis là, on va pas lui demander de jouer une cinquantaine de jeux par match. Alors, dans un rôle où il va avoir un temps de jeu réduit, un vétéran comme ça, ouais, ça pourrait rapporter cette acquisition du côté de la défense des Steelers. Et puis Mike Williams, ça fait des semaines hein, qu'on entendait les rumeurs qu'on croit que les Steelers étaient intéressés à ses services. Les Steelers, ils étaient à la recherche d'un receveur là, afin de donner un coup de main euh, à George Pickens. Depuis l'été, souviens-toi, il y avait des rumeurs comme quoi qu'ils étaient intéressés. Ben, c'est pas juste des rumeurs. Mike Tomlin avait dit qu'ils étaient Mhm. intéressés à acquérir Brandon Ayuk. Finalement, Ayuk est resté à San Francisco. On avait de l'intérêt également pour Devante Adams. On avait un besoin criant. Alors, l'arrivée de Mike Williams, je vois ça comme un plus. Williams n'est plus le joueur qu'il a déjà été. Mais là, Pickens, c'est Pickens, receveur numéro 1 de toute façon. Alors, il demeure un receveur qui a un gros cabaret, peut réussir les attrapés contestés. Et sa force a toujours été
les attraper dans les zones profondes. Ça donne que la force de Russell Wilson, il l'a démontré, il n'a pas perdu son doigté dans les zones profondes depuis qu'il est redevenu carrière partant. Alors oui, j'aime bien ces deux acquisitions du côté des Steelers. Depuis qu'il est à la barre des Steelers, Mike Tomlin a affronté un quart recru à 31 occasions. Il a une fiche de 25 victoires, 6 défaites. Je choisis moi aussi les Steelers. Les 49ers de San Francisco à 4-4 vont affronter les Buccaneers de Tampa Bay à 4-5. La grosse histoire du côté des 49ers, c'est qu'on devrait voir le retour au jeu de Christian McCaffrey enfin. Enfin, on avait dit lors de la semaine numéro 1 qu'il y en avait pour quelques semaines, puis finalement, ça a repris 10 semaines avant de le voir sur le terrain. Oui, on avait congé la semaine dernière du côté des Niners et puis McCaffrey, lui, il a passé cette semaine-là justement à s'entraîner et tout. Bon, j'ai hâte de voir à quel point il sera utilisé, étant donné qu'il n'a pas joué de la saison. Donc, je pense là, qu'il va toucher au ballon 20-25 fois quand même. Mais là, on va affronter les Bucks. C'est malheureux pour les Buccaneers, qui sont pas une mauvaise équipe, mais le fait qu'on a des blessés à la position de receveur de passe, et puis que la défense déçoit notamment, on l'a vu lundi soir, contre les Chiefs de Kansas City. Bon, défensivement, on n'a pas mal joué contre les Chiefs, mais je parle depuis le début de la saison. Je croyais que la défense des Bucks allait être mieux. Là, on va affronter les Niners. La dernière fois qu'on a vu les Niners, ils avaient défait les Cowboys de Dallas dans une performance qui avait été en dentier. Heureusement qu'on affrontait Dallas, qui était une mauvaise équipe. On avait presque perdu l'avance contre les Cowboys. Puis on voit ça depuis le début de la saison du côté des Niners. On avait perdu l'avance contre les Cardinals de l'Arizona à domicile. On s'était incliné. Mais là, j'ai bien hâte de voir quel genre de performance les Niners vont nous offrir contre les Buccaneers de Tampa Bay. Après la semaine de congé, là, il est temps que les 49ers se mettent en marche. Je sais qu'ils avaient plusieurs joueurs qui soignaient des blessures, mais là, le moment est venu, Marc-André, je ne sais pas ce que tu en penses, pour que les 49ers vraiment nous démontrent qu'ils sont l'équipe qu'on anticipait qu'ils allaient être, des aspirants au Super Bowl. Alors moi, je choisis les Niners pour l'emporter contre les Buccaneers qui sont amochés. Un peu. Baker Mayfield joue tellement le meilleur football de sa carrière, selon moi, en ce moment. Il fait vraiment tout en son possible. Ils ont été dans le match, ils ont été dans le coup, les Buccaneers, lors du dernier match contre les Chiefs, mais vraiment, je vois que c'est les armes qui commencent à manquer, spécialement. Mike Evans ne sera pas encore là cette semaine. Chris Godwin sera absent pour le reste de la saison. On a vu un peu l'éclosion de Cade Otton, petit aparté fantasy. Cade Otton sera un excellent ailier rapproché d'ici la fin de la saison. Mais tout ça pour dire que oui, les Buccaneers seront sur une semaine courte et versus les 49ers qui seront retour d'une semaine de congé. Et les 49ers sont sur une séquence de 6 victoires de suite lorsqu'ils sont de retour d'une semaine de congé. Et ils ont marqué 207 points. Ils en ont accordé seulement 94. Moi aussi, je prends les 49ers pour l'emporter. Les Bills de Buffalo à 7-2 vont se rendre à Indianapolis pour affronter les Colts qui sont 4-5. Didier, la question. Si Joe Flacco connaît un autre match décevant comme celui de la semaine dernière, est-ce qu'on peut vraiment retourner à Anthony Richardson cette année? Je pense que ça va dépendre des résultats des autres rencontres, des autres équipes qui sont dans la course pour une place en éliminatoire du côté de l'association américaine. Oui, ça a été une performance vraiment décevante de la part de Joe Flacco contre les Vikings du Minnesota. Hey, l'attaque des Colts, Marc-André, a eu aucune présence à l'intérieur de la ligne de 20, aucune présence dans la zone critique contre les Vikings du Minnesota. Donc oui, Flacco, ça a été difficile pour lui, mais c'était juste un match contre une équipe qui a une bonne défense. Celle des Vikings, on l'a vu là. Depuis le début de la saison, on a donné des mots-têtes à des carrières. CJ Stroud, notamment, avait vraiment connu un match difficile contre le Minnesota. Alors, tu sais, moi je m'inquiète pas pour Flacco. C'est un vétéran. Je pense qu'il va mieux jouer. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il va mieux jouer contre les Bills. C'est suffisant pour l'emporter? Je ne crois pas. Moi, je vais choisir Buffalo afin de l'emporter. J'ai aimé ce que j'ai vu de la part des Bills contre les Dolphins de Miami. Ça a été un match vraiment serré, un match en vente. On a gagné à la toute fin sur un botté de passe sur une distance de 61 verges. J'allais dire Joe Flacco. Josh Allen a connu un fort match pour les Bills de Buffalo. Il a vraiment bien joué. Défensivement, on a des 40 du côté d'Indianapolis. Alors, je ne crois pas qu'on sera en mesure de causer une surprise et de l'emporter.
Shane Steichen, en tout cas, a vraiment réitéré sa confiance en Joe Flacco. Je pense qu'il est là euh, jusqu'à la fin de la saison, selon moi. Mais est-ce qu'on peut vraiment le blâmer? Parce que est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'on peut vraiment effectuer un retour avec Anthony Richardson, un gars qui a pris un jeu de congé, tu sais, ça a sûrement pas bien paru auprès de l'équipe en général, donc j'ai bien hâte de voir. Mais moi aussi, je prends les Bills. 4 victoires de suite. Vraiment, Josh Allen connaît des moments incroyables. 17 passes de toucher, 2 interceptions cette saison. Il est sur un rythme de plus de 35 passes de toucher encore. Moi aussi, je pense que les Bills vont l'emporter à Indianapolis. Les Lions de Détroit, avec leur fiche de 7-1, vont affronter les Texans à Houston et leur fiche de 6-3. Didier, on a été chercher un joueur de ligne défensive pour nous aider. Un joueur en défense du côté des Lions, on est allé chercher à Cleveland en plus. Mais ce n'est pas Myles Garrett, c'est Zadarius Smith, alors qui s'en vient avec Détroit pour porter un coup de main aux Lions. Oui, puis c'est une très bonne acquisition. C'est qu'est-ce qu'on avait besoin là du côté des Lions de Détroit. Bon, c'est sûr, il n'est pas du calibre de Aiden Hutchinson ou d'un Myles Garrett, naturellement, c'est Darius Smith. C'est un vétéran qui est énormément respecté par ses coéquipiers. Il a été productif, quoi. Il a 5 sacs depuis le début de la saison. Alors, moi, je ne suis pas convaincu que la tertiaire des Lions, elle est nettement améliorée. Et puis, tôt ou tard, on va avoir besoin de chasseurs de cœur. Alors, ça, c'est une bonne acquisition. Ça faisait encore une fois des semaines qu'il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi que les Lions étaient intéressés à faire l'acquisition de Darius Smith et c'est ce qu'on a fait. Puis ça, ouf, les Texans de Houston, les Texans ne jouent pas bien, Marc-André. Là, ils vont Non. jouer à domicile, mais ils ont perdu contre les Jets la semaine dernière. Puis, je ne sais pas si ça avait regardé le match, mais on a eu de gros ennuis en termes de protection. Là. CJ Stroud s'est fait tabasser par la défense des Jets de New York. Puis là, bon, les Lions vont s'amener avec Darius Smith. Je suis sûr qu'il va vouloir faire belle impression face à ses nouveaux coéquipiers. Mais Détroit a tellement été impressionnant à Green Bay, moi j'ai trouvé. C'est la première fois cette saison que les Lions jouaient un match à l'extérieur qui n'était pas présenté dans un stade couvert. Malgré tout, on avait l'air d'être beaucoup plus à l'aise que les Packers. Bref, ça va pas bien pour Houston. Des ennuis au niveau de la ligne à attaque. L'absence de Nico Collins se fait sentir. Je crois que Détroit va continuer de rouler comme on le fait depuis plusieurs semaines. Une victoire des Lions à Houston. On anticipe du côté des Texans, justement, un retour de Nico Collins pour ce match-là. Par contre, c'est un peu flou quand même. On dit qu'elle allait être présente cette semaine, mais on n'a vraiment pas trop de nouvelles en ce moment. On enregistre mercredi matin. Mais bref, il est supposé faire un retour. Nico Collins, ça va certainement aider CJ Stroud et Tank Dell, déjà qu'on a perdu les services de Stephon Diggs. Détroit, 6 victoires de suite en une saison pour la première fois depuis 1995. Vraiment, c'est un rouleau compresseur avec nos 2 excellents porteurs de ballon au sol. Jared Goff connaît des moments exceptionnels lors de ses 6 victoires. 82 de pourcentage de passes complétées, 13 passes de toucher contre une interception seulement. Bref, moi aussi, je pense que les Lions vont l'emporter face aux Texans dimanche. En rafale maintenant, lors de la semaine numéro 10, les Giants à 2-7 vont affronter les Panthers à 2-7. Le match sera présenté à Munich, en Allemagne. Les mauvaises langues diront que c'est vraiment la dernière punition qu'on envoie aux Allemands qui ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que Daniel Jones sera carrière partant? Parce que la question a été posée à Brian Daboll, puis il n'a pas voulu se compromettre. Hein? Alors, on va voir si Daniel Jones sera clos au banc. Mais si les Giants perdent, est-ce que Brian Daboll sera congédié comme Dennis Allen qui a été congédié immédiatement après s'être incliné contre les Panthers de la Caroline? C'est une histoire à suivre, ça. Écoute, si c'est la déconfiture dimanche matin, je pense qu'on pourrait assister à un changement. Je sais qu'est-ce que le propriétaire, M. Mara, avait dit, John Mara avait dit qu'il a donné un vote de confiance à Joe Shane et à Brian Daboll. Je vais choisir les Giants pour l'emporter, mais je suis vraiment pas confiant. Les Panthers, c'est comme l'équipe baromètre. Si tu perds contre les Panthers, tu perds ta job. Pas compliqué. Personnellement, moi, je pense que c'est deux équipes avec des attaques vraiment très ordinaires, même voire assez pitoyables. Je pense que la défense des Giants est meilleure, elle est en milieu de peloton versus celle des Panthers qui est vraiment en queue de peloton. Donc, moi, je pense aussi que les Giants vont l'emporter, qui vont mettre fin à une séquence de 4 défaites de suite. Les Vikings de Minnesota à 6-2 vont se rendre à Jacksonville pour affronter les Jaguars qui sont 2-7. Didier, les Jaguars ont quand même une fiche de 2 victoires, 2 défaites. Ils jouent pour 500 à domicile.
Et lors de leurs 5 défaites cette saison, ils ont perdu 5 matchs par 5 points au moins. On est dans les matchs du côté des Jaguars, mais est-ce que ça sera suffisant face aux Vikings? Non, ça ne sera pas suffisant, OK? Trevor Lawrence joue mal. Les Jaguars sont mal coachés. Encore une fois, on l'a vu la semaine dernière contre les Eagles de Philadelphie. Lawrence, 169 verges par la passe, aucune passe de toucher, 2 interceptions, 55 millions qu'il empoche, là, qui en moyenne par Ça n'a année. pas de sens. Il vaut pas Pas de ça. sens. Puis, j'ai jamais. Ouais, puis j'ai jamais compris pourquoi on lui a donné ce contrat-là. Il restait des années à son contrat. Écoute, rendu là, je suis même pas sûr que c'est une différence entre Trevor Lawrence et Daniel Jones. Honnêtement, là, sans Mhm. exagération, il régresse. Moi, je choisis les Vikings face à la défense de Brian Flores. Il va être tout mêlé. Je pense qu'il peut aisément lancer 2-3 autres cette semaine contre les Jaguars, qui sont honnêtement pitoyables en attaque et vraiment exécrables en défense également. Ça ne va pas super bien du côté des Jags. Les Falcons à 6-3 vont affronter les Saints à 2-7. Est-ce que c'est le moment du podcast où l'on parle de Dennis Allen qui a été congédié la semaine dernière? La grosse nouvelle en début de semaine du côté de la NFL, Dennis Allen perd son emploi, n'est plus l'entraîneur-chef des Saints. Ouais, souviens-toi, cet été, on se demandait bon, pourquoi on avait ramené Dennis Allen encore une fois. On avait ramené tout le monde à la Nouvelle-Orléans. On a de la Mhm. misère à s'auto-évaluer. Là, on pensait qu'on avait une bonne équipe. Dennis Allen, en tant qu'entraîneur-chef dans la NFL, il a gagné seulement 34 de ses matchs. Là, il y a une décennie de ça, il avait été entraîneur-chef des Raiders. Ça avait mal été. Alors, c'était inévitable. Là. On a perdu nos 7 derniers matchs. On a perdu contre les Panthers. Puis là, ça va être une 8e défaite consécutive. On ne va pas avoir un surplus d'énergie parce que Dennis Allen a été congédié. Bien au contraire, du côté des Saints, ça va se poursuivre. Alors, une victoire pour les Falcons. On dirait que ça fait des années que les Saints, là, tu te souviens? Semaine numéro 1, semaine numéro 2, quelle équipe les Saints de Nouvelle-Orléans? On dirait que il s'est passé 3 hivers depuis, depuis cette semaine-là. Moi, je vais parler de Chris Olave également, qui a subi une commotion cérébrale. 2e en 2 semaines, Oui. 5e depuis le début de sa carrière. Je pense sincèrement que Chris Olave, son avenir dans la NFL est peut-être en jeu. On parlait de Tua, mais tu sais, Chris Olave, c'est quand même aussi inquiétant. Moi aussi, je vais prendre les Falcons parce que Kirk Cousins joue quand même de l'excellent football dernièrement. À ses 2 derniers matchs, 7 passes de toucher, aucune interception, moyenne de 249 verges par la passe. Donc, je pense que ça va se poursuivre pour les Falcons et Kirk Cousins. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à 2-7 vont affronter les Bears à 4-4. Ça se passe à Chicago. C'est un duel entre Drake May et Caleb Williams, deux quarts parmi le quart numéro 1 et le quart numéro 4 du récent repêchage. Ah, je me souviens plus. Ouais, 3 ou 4. Ouais, 3 3, ou 4. 4. Ouais, Drake May a démontré des belles choses la semaine dernière contre les Titans du Tennessee. Écoute, il a eu une performance à la Josh Allen, Josh Allen léger, mais quand même, il a gagné 95 verges au sol. Il a complété une passe de toucher pour envoyer le match en prolongation. Écoute, il a conservé le ballon pendant 12 secondes. Il a acheté du temps. Au moins, il donne de l'espoir aux partisans des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Il est vraiment talentueux, Drake May, c'est aucun doute là-dessus. On s'en va à Chicago contre les Bears. Les Bears ne peuvent pas perdre ce match-là. D'aucune façon. Puis, souviens-toi, la semaine dernière, on se demandait est-ce qu'ils vont être en mesure de mettre derrière eux la défaite contre Washington sur le Hail Mary. Il semble que non. Mhm. Écoute, on a Non. subi une correction en Arizona. Je ne sais pas si tu as vu les commentaires, si tu as entendu les commentaires de DJ Barr. Il participait à une émission de radio. On lui a demandé est-ce que les joueurs avaient toujours confiance au groupe d'entraîneurs. Il n'a pas voulu endosser Matty Burflus réellement. Là. On a accordé 213 verges au sol contre les Cardinals. Regarde, je crois qu'on va l'emporter contre les Patriots, mais si on perd ce match-là, peut-être que Matty Burflus sera le prochain entraîneur-chef à être congédié durant la saison. On va peut-être se servir de Shane Waldron aussi avant Matt Eberflus, mais oui, je suis un peu de ton avis. Pour Drake May, ça va lui prendre une ligne offensive. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire lorsqu'on aura une Ouais. bonne ligne à l'attaque du côté des Patriots. Puis pour Caleb Williams, pour moi, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il est solide contre les défenses moyennes cette saison, puis il est vraiment pas bon contre les bonnes défenses. Ceci dit, je pense que les Patriots sont vulnérables par la passe. Donc, pour moi, je pense que les Bears vont l'emporter contre les Patriots. En fait, s'ils ne gagnent pas contre les Pats, les Bears, ben, ça en dit long sur justement, on vient sur, disons, Ça va être le début de la l'efficacité fin ou... pour Matty Burflus, j'ai exactement, l'impression. exactement, exactement. Ouais. C'est un must-win pour Matt Eberflus.
Les Titans du Tennessee à 2-6 vont affronter les Chargers 5-3. Justin Herbert a lancé au moins 27 passes. A tenté au moins 27 passes dans 5 matchs de suite. On semble vraiment ouvrir le cahier de jeu pour Justin Herbert du côté des Chargers récemment. Ça semble reporter ses. Ouais, puis t'as aussi Lad McConkey qui joue bien, receveur recru. Quentin Johnson a pas mal fait la semaine dernière. Donc, je pense que Herbert gagne la confiance de ses receveurs de passe. Et puis là, on peut pas juste courir avec le ballon non plus. Mais face aux Titans qui en arrachent, il n'y a aucun doute dans mon esprit, le match est à Los Angeles. Ça, c'est une victoire pour les Chargers. Les Titans sont excellents contre la passe cette saison, mais ça tombe bien. Je pense que ça va être une bonne semaine pour J.K. Dobbins. Ça tombe bien, les Chargers sont une équipe qui adore courir avec le ballon. Je pense que ça va être ça la clé du côté des Chargers, qui, moi aussi, je pense qu'ils vont l'emporter contre les Titans. Les Eagles de Philadelphie à 6-2 vont affronter les Cowboys à Dallas 3-5. Du côté des Cowboys, Jerry Jones nous avait averti, il nous a dit je vais aller chercher un receveur que j'admire depuis longtemps à Ah. la date limite des transactions. On va changer vraiment les choses du côté des Cowboys. Je m'attendais peut-être à un Tu vois, Odell Beckham, mais on a été chercher Jonathan Mingo du côté des Panthers. On a payé cher en plus. Un choix de 4e ronde. On a payé plus cher pour Mingo qu'on a payé pour se départir, qu'on a acquis lorsqu'on s'est départi d'Amari Cooper. Bref, Jonathan Mingo, la nouvelle acquisition des Cowboys de Dallas, qui seront sans Dak Prescott et potentiellement sans CD Lamb cette semaine. Je vais Je me sais. retenir là, parce qu'on est rendu en portion en rafale. Écoute, là, déjà, l'épisode est plus long. On a eu plusieurs invités. C'est comme si les Cowboys, c'est ça qu'ils ont besoin. Ça ne leur tentait pas de faire l'acquisition peut-être d'un Khalil Herbert que les Bears ont échangé d'un porteur de ballon. Ils n'en Ouais. ont pas de porteur de ballon. Là, j'espère que ton club va se présenter. Les Eagles, ils vont donner une volée aux Cowboys. Mais encore une fois, avec Nick Sirianni, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il fait constamment des erreurs de coaching. Choisis Philadelphie pour gagner, parce que rien ne va plus pour les Cowboys. Mais vraiment, Jonathan Mingo, c'était ça, là. C'est ça qu'on avait besoin à Dallas. Ah. Wow, wow, wow. C'est le retour de Kellen Moore à Dallas également, avec les Eagles. Les Eagles, Au match revanche pour Kellen Moore. on a récolté 200 verges au sol dans 3 de nos 4 derniers matchs. Saquon Barkley est tout simplement incroyable en ce moment. Je prends les Eagles également Ouais. pour l'emporter. Les Jets La à course de 3-6. Saquon. La course de Ah, Saquon. c'était fou. Excuse-moi de t'interrompre, C'était là, fou. mais quand il a, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est le jeu le plus spectaculaire que j'ai jamais vu. En tout cas, c'est incroyable. Là, il était dos au joueur, il a sauté par-dessus. Qui pense à faire ça? Quel jeu? Personne. Les Jets de New York à 3-6 vont se rendre en Arizona pour y affronter les Cards à 5-4. Moi, je pense que les Jets vont gagner encore cette semaine parce que Rodgers, depuis Ah, qu'il boit de l'eau avec du poivre de Cayenne, on voit une différence dans son jeu. ouais, mais moi j'ai aimé la performance des Cardinals Arizona contre les Bears. Ils vont jouer à domicile, je l'ai dit. Ils ont été l'équipe la plus robuste contre Chicago. 213 verges au sol. James Conner, il est vraiment la bougie d'allumage du côté de l'attaque des Cardinals Arizona. Puis on a été en mesure d'attaquer la protection des Bears de Chicago. Là, on a fait la vidéo à Caleb Williams. La ligne d'attaque des Jets, c'est pas bonne. On va faire la même chose. On va frapper Aaron Rodgers. Victoire des Cardinals. Donc, moi, c'est ça que je dis. Je prends les Jets parce que je pense que justement la défense des Jets va se lever dans ce match-là. Les Dolphins de Miami à 2-6 vont affronter les Rams à 4-4. On a vraiment subi 2 défaites crève-cœur du côté des Dolphins depuis le retour de Tua. Je ne sais pas si Ouais. les jeux sont faits du côté des Dolphins, mais si on a une mince lueur d'espoir de revenir dans la course aux éliminatoires, il faut absolument battre les Rams lundi. Ouais, leur chance de participer aux éliminatoires ont pris un dur coup hein, avec la défaite à Buffalo. Puis c'est dommage parce que Tua a vraiment bien joué. Puis tu vois que les Dolphins, dès le début de la rencontre, là, ils allaient tout donner parce qu'ils réalisaient, en fait, ils l'ont même dit durant la semaine, que pour eux, c'était un match éliminatoire. Là. Ils reconnaissaient l'importance de cette rencontre-là, qu'ils avaient une chance de relancer leur saison. Malheureusement, ils ont perdu sur un botté de 61 verges. Ben, je vois que je vais les choisir afin de l'emporter contre les Rams. Puis c'est comme tu dis, on a bien joué lors des 2 dernières semaines. C'est juste dommage qu'on n'a pas de victoire pour le montrer. C'est triste, je pensais que tu allais prendre les Rams sur cet affrontement-là. Moi aussi, j'ai pris les Dolphins, tu vois. Je trouve que Tua joue bien depuis son retour au jeu. Pas d'interception et juste 2 sacs du cadre. Ouais. Subit seulement 2 sacs depuis son retour. Donc, la ligne et l'attaque, on le protège. Moi aussi, je pense que les Dolphins méritent un meilleur sort cette saison. Puis je pense qu'on va aller chercher une victoire à LA.
ça complète vraiment le tour d'horizon, Didier, voilà, de la semaine numéro 10 dans la NFL. Bien hâte de voir ça. Bien hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le tableau également si Marie là, a été exceptionnelle, là encore une fois. Ah, encore, Marie? Ah, bah, Rendu à ouais. 100, c'est quoi? Elle avait 88 victoires la semaine dernière, donc ça veut dire elle en a eu 12. 12 de bons, mon 12-3, ouais. Dieu. 12 et Ouais. 3, ouais. Mais toi, j'ai été 12 et 3, moi aussi, la semaine dernière. Toi, tu as été 13 et 2. Wow, OK, ouais, félicitations. 12 et 3 également pour Guillaume. Alors, Marie, On elle a a tous eu manqué les super. Panthers, sûrement. Hein. Les Panthers, sûrement. Ouais, fort probablement, ouais, mais c'est correct. Je suis capable de vivre avec ça. Moi, je reprends plus les Guillaume prend Panthers les d'ici à la fin Panthers de cette l'année. semaine. J'aime ça. Ah oui, ben, hey, contre les Giants, c'est possible. Comme je te l'ai dit, si ça arrive, si Guillaume a raison, Brian Dable, à l'atterrissage, lorsqu'il va revenir de Munich, il va être congédié. Là. En tout cas, si Absolument. les Giants ne peuvent pas maintenir le statu quo s'ils perdent contre les Panthers, je ne peux pas croire. Exactement. Exactement. Bon, mais félicitations à Marie, encore une fois, qui demeure en tête du pool de prédiction du podcast Le Sac du Cœur. Ben, Marc-André, c'est le moment où tu y vas de tes recommandations en termes de fantasy football. Et puis, on va commencer comme on le fait à toutes les semaines à la position de carrière. Sam Darnold, est-ce qu'on a. La semaine dernière, il a eu un match en montagne russe, victime de 3 revirements, mais il a complété 3 passes de toucher. Il a quand même inscrit plus de 20 points fantasy. Et comme à chaque semaine, on cible la défense des Jaguars dans mes recommandations fantasy. C'est un peu une tendance depuis le début de la saison. Donc oui, je vais vous parler de Sam Darnold qui a inscrit 15 points fantasy, au moins 15 points dans 7 de ses 8 matchs cette saison. Le 4 matchs de plus de 20 points fantasy cette saison. En fait, il est sur un rythme de 4200 verges et 36 passes de toucher cette saison. Ce qu'on rend compte, c'est que Kevin O'Connell fait des miracles pour la production d'un corps arrière au niveau fantasy. Comme je le disais lors de la semaine numéro 10, on affronte les Jaguars qui ont accordé le plus haut total de points au quart adverse cette saison. On a accordé 19 passes de toucher. C'est un sommet dans la NFL. Donc pour moi, Sam Darnold est un excellent joueur à insérer dans votre formation fantasy cette semaine. Ah ouais, choisir une carrière contre la défense des Jaguars, c'est une bonne stratégie. Maintenant, quelle est la Exact. carrière que tu recommandes de clouer au banc cette semaine? Matthew Stafford, ça a été moins payant qu'on l'avait anticipé contre les Seahawks de Seattle, bien qu'il en ait quand même sorti avec justement une victoire en prolongation. Il a quand même été dans le top 12 à la position lors des 2 dernières semaines. Il a inscrit 19 et 25 points de fantasy, ça c'est non négligeable. Mais lors de la semaine numéro 10, on affronte les Dolphins. Et je te le rappelle, Didier, les Dolphins ont accordé en moyenne 12 points fantasy au quart adverse cette saison. C'est le 3e plus bas total dans la NFL. Par contre, lors des 4 dernières semaines, on a accordé 17,6 points fantasy. Donc, on est moins efficace contre le jeu aérien. Par contre, je pense que la force des Rams demeure dans le jeu au sol, dans Karen Williams. Et c'est là, justement, que les Dolphins sont vulnérables contre le jeu au sol. Donc, je pense que ça va être plutôt une bonne semaine pour Karen Williams. Peut-être voir même plus de Blake Corum cette semaine. Je clouerais Matthew Stafford au banc si j'étais vous, si j'ai des meilleures options à la position de carte. Bon, tu as parlé de Karen Williams, maintenant porteur de ballon qu'il faut avoir dans la formation partante cette semaine, ou un porteur de ballon que tu crois qu'il y a une confrontation avantageuse. Je pense qu'il faut parler de Tyron Tracy, qui connaît vraiment une saison tout simplement incroyable. Il est talentueux. C'est drôle, on parlait avant le début de la saison des receveurs de passes qui sont convertis en porteurs de ballon dans la NFL. On dit parfois ça fonctionne, Ouais, parfois Tracy, ça c'est un de fonctionne ceux-là. pas. Ouais, Tu te souviens de David Johnson, qui pour lui, ça avait fonctionné au niveau fantasy. ouais, Antonio Gibson, ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Je pense pas que ça va fonctionner non plus. Bref, mais ouais, il est pas un sa mauvais carrière n'est pas joueur quand terminée. même, ouais. Non, c'est ça. Mais Tyron Tracy, vraiment, c'est à se demander s'il n'est pas le porteur de ballon numéro 1 des Giants cette saison. Il a obtenu 65% des opportunités, même avec le retour de Devin Singletary dans la formation. Il a récolté 22 points fantasy dans 2 de ses 4 derniers matchs. Pour moi, c'est un porteur de ballon numéro 2 fantasy, un solide même porteur de ballon numéro 2 pour la suite des choses. Et lors de la semaine numéro 10, encore là, une tendance, hein? Un patron. On affronte les Panthers de la Caroline. Les Panthers de la Caroline ont accordé plus de 31 points en moyenne aux porteurs de ballon adverses cette saison. C'est un sommet dans la NFL. Donc, pour moi, Tyron Tracy pourrait connaître ou va connaître une bonne semaine.
Hein? Preuve encore qu'on peut trouver des porteurs de ballon au repêchage. C'est ce que les Giants ont fait. Mhm. Les Cowboys, eux, ben, ils ont Jonathan Mingo. Maintenant, porteur de ballon, il faut que au banc. Je voulais juste dire que Rico Dowdle a quand même connu un excellent match en termes de verges par course. Je pense juste que c'est peut-être lui la solution du côté ou à court terme du moins, du côté des Cowboys. Mais revenons à celui qu'on C'est voit pas la plus haut au banc. Je solution, veux parler. c'est la moins pire option. C'est pas la solution, c'est la moins pire option. Je suis d'accord avec toi Ok, qu'on doit l'utiliser peu, mais Ezekiel Elliott, ça n'a jamais sorti. Hein, pourquoi il n'avait pas fait le voyage à Atlanta? j'ai lu On l'a personnellement qu'il avait raté suspendu. 3 meetings cette semaine. La semaine Ah précédente, oui, il a manqué 3 meetings d'équipe. Il a l'air de s'en foutre un peu. trois. Il est pas Attends, mécontent. est-ce que tu Ouais, j'ai vu ça réalises qu'il y a passer. 3 entraînements durant la semaine? Il y a 3 entraînements durant la Ouais, semaine. Comment tu fais pour rater ouais. 3 meetings d'équipe? C'est quoi? Il n'est pas venu travailler de la semaine? Je Qu'est-ce sais, qui est non, mais arrivé? le meeting, j'imagine qu'il était peut-être là à l'entraînement, mais qu'il est arrivé tard, je sais pas. Mais ouais, Ouais, mais j'ai vu quand passer ça. même, Je sais pas trois si c'est vrai. fois. Ouais, Tu vois, un joueur ouais, recru, ouais. c'est un vétéran. Pourquoi on ne le libère pas, tout simplement? Sérieusement. En Je tout sais cas, pas. OK, ouais. On Ouais. va passer à un autre sujet maintenant. Le porteur de ballon que tu recommandes de clé au banc. Devante Ça n'a Williams des juste pas Broncos de d'allure, man. Denver. Sérieux. Les Cowboys, mon vieux. Les Cowboys en général, là. En tout cas. Oh man, Puis quel le Cooper désastre. Rush en plus Oh. cette semaine. Même pas Trey Lance. On veut même pas savoir ce que Trey Lance a dans le ventre à ce stade-ci de sa carrière. On Trey y va Lance, c'est avec Cooper mauvais. Rush. Bref. Trey Lance, c'est mauvais. Trey Lance, c'est mauvais. Mais C'est ça, quand il y a un match même. préparatoire, je pense Quand... qu'il a été victime de 5 interceptions. Ouais, mais on a gagné des matchs avec Cooper Rush. Par le passé, lorsque Dak s'était blessé, Rush Ah avait ouais. fait du bon boulot. Je sais pas si tu t'en souviens, il y a 2 ans, je crois, il n'avait pas gagné 4 matchs, quelque chose comme ça. Mais peu importe, hein, Ouais, ouais. ça va pas bien. Là, allez, pardon, retournons au fantasy football. Parlons de Javonte Williams. Ce qu'on se rend compte, c'est que il y a vraiment, son temps d'utilisation a été vraiment réduit depuis quelques semaines. La semaine dernière, il a participé seulement à 50% des jeux de l'équipe. C'est son plus bas total depuis la semaine numéro 3. Il a été ciblé 8% du temps. C'est son plus bas total depuis la semaine numéro 1. Et lors de la semaine numéro 10, on affronte les Chiefs. Ça aussi, c'est une tendance qui revient à chaque semaine. Les Chiefs sont vraiment efficaces contre le jeu au sol, contre les porteurs de ballon. Plus bas total de points alloués aux porteurs cette saison, moyenne de 3,5 verges par course en moyenne. Et je lisais ce matin que justement, Sean Payton a déclaré qu'il aimerait voir plus Audric Estimé recevoir plus de temps de jeu d'ici la fin de la saison. Donc ça augure vraiment pas très bien pour Javonte Williams, qui est selon moi à clouer sur votre banc cette semaine. Ouais, Sean Payton, qui est un fan d'estimé, souviens-toi, lors du camp d'entraînement, il est allé Mhm. de bons commentaires à son endroit. On en avait parlé au podcast. Je croyais qu'on allait l'utiliser plus, mais là, peut-être que c'est le moment de l'année où ça va se produire. Maintenant, chez Mhm. les receveurs de passe, Brian Thomas, receveur recru des Jaguars de Jacksonville, il est talentueux, malheureusement pour lui. Trevor Lawrence n'a pas le combat dans l'œil, mais tu crois qu'il pourra connaître un bon match? Du moins une bonne L'affaire, semaine, c'est là. que la tendance, c'est que la défense des Vikings, Didier, oui, elle a un excellent front défensif, on met de la pression, mais la tertiaire est vraiment très ordinaire. En front, on a accordé Ouais. la défense des Vikings 43 points en moyenne aux receveurs adverses cette saison. C'est le pire total dans la NFL. Donc ça me dit que Brian Thomas sans Christian Kirk pourrait connaître une autre excellente semaine. Parce que la semaine dernière, ça a été décevant. Il a joué en dépit d'une blessure à la poitrine qu'il avait subie la semaine auparavant. Mais sinon, cette année, vraiment, c'est une année d'éclosion pour Brian Thomas. 3 fois dans le top 7 à ses 6 derniers matchs à la position de receveur de passe. Et je l'ai dit contre les Vikings. C'est le troisième plus haut total de points alloués aux receveurs de passe lors des 4 dernières semaines. On se dit du côté des Vikings, vous pensiez que les Colts qui ont réussi à rien faire contre les Vikings par la passe, c'était vraiment juste une anomalie selon moi parce qu'on a vraiment été dans le dernier mois quand même parmi les défenses les plus généreuses contre les receveurs adverses du côté des Vikings. Maintenant, George Pickens, on a parlé tout à l'heure de l'arrivée de Mike Williams à Pittsburgh. Est-ce que tu crois que ça pourrait avoir un impact sur George Pickens? Est-ce qu'il faut faire jouer George Pickens ou non cette semaine? George Pickens, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment un joueur qu'on dit en anglais boom or bust. Hein. C'est tout ou rien pour lui. Il est le meneur dans la NFL pour les réceptions de 30 verges et plus avec 8. Ça, c'est intéressant. En 2 matchs avec Russell Wilson, il a obtenu 185 verges au sol et un touché en 2 matchs. Par contre, je veux vous parler de la défense des Commanders parce que je pense qu'ici, il faut en parler.
parce qu'on affronte les Commanders dans la semaine numéro 10, et Washington a accordé seulement 23,4 points fantasy aux receveurs adverses lors des 4 derniers matchs. C'est le 4e plus bas total au cours de cette période. Donc, vraiment, la défense des Commanders, c'est vraiment j'endosse le fait qu'elle est améliorée depuis le début de la saison. Elle n'est plus aussi permissive. C'est plus une passoire comme on l'on croyait depuis le début de la saison. La défense des Commanders, elle est bonne depuis quelques semaines et je pense que George Pickens pourrait en souffrir ou la production de George Pickens pourrait en souffrir cette semaine. Si vous avez une meilleure. Je pense pas que George Pickens est à clouer nécessairement sur votre banc, mais je pense que si vous le voyez comme un receveur numéro 1 de votre formation fantasy ou receveur numéro 2, vous allez peut-être être déçu. C'est peut-être plus un cas de pivot de receveur numéro 3 cette D'accord. Position d'ailier rapproché. Maintenant, est-ce qu'il y en a un là, qui ressort du lot cette semaine? C'est une bonne semaine pour insérer Mark Andrews dans votre formation contre les Bengals de Cincinnati. On en a parlé tout à l'heure. On s'attend à beaucoup de points lors du match du jeudi soir entre ces deux équipes. C'est sûr qu'il a été décevant la semaine dernière, 26 verges seulement face aux Broncos, mais il avait inscrit 4 touchés à ses 3 matchs précédents. Et les Bengals, Didier, ont accordé le plus haut total de points aux alliés rapprochés lors des 4 dernières semaines. Et pour donner une idée, Brock Bowers, la semaine dernière, 8 réceptions, 45 verges, un touché contre les Bengals. Je pense que Mark Andrews pourrait avoir ce genre de statistiques-là jeudi face aux Bengals et ça devient quand même un élément intéressant à votre formation fantasy. Bon, puis là, il faut parler des Cowboys de Dallas maintenant. Parce que tu recommandes de clobar Jake Ferguson. Ben, sans Dak Prescott, je pense que c'est sans espoir. Vous allez me dire, oui, si CD Lamb ne joue pas, il faut que les ballons aient quelque part. Il y aurait peut-être du volume pour Jake Ferguson, mais la réalité, c'est qu'en plus, les Eagles sont excellents contre les allées rapprochées cette année. Ils ont accordé en moyenne 7,9 points fantasy. C'est le 4e plus bas total dans la NFL. Et les Eagles, en fait, n'ont pas encore accordé de toucher à un allié rapproché cette année. Donc, pour moi, Ah ouais. Jake Ferguson, je m'attends vraiment à ce que oui, on est à domicile du côté des Dallas, mais la chaîne pourrait débarquer rapidement. Je ne m'attends pas à une production vraiment. On va quand même tirer de l'arrière. Ça peut peut-être être en PPR, être une option quand même potable, Jake Ferguson. Mais si vous êtes en standard, là, laissez Jake Ferguson sur votre banc au profit de d'autres ailiers rapprochés. Personnellement, je le laisse au profit de Mark Andrews ou même voir TJ Hawkinson, là, qu'on a vu qui effectue un retour au jeu la semaine dernière contre les Jaguars. Je pense que ça pourrait être une belle option. Mike Gesicki également des Bengals contre les Ravens, la passoire des Ravens, surtout si T. Higgins ne joue pas. En fait, il ne jouera pas, il n'a pas pratiqué demain, hier et lundi. Donc, Mike Gesicki, à ce moment-là, devient quand même une bonne cible pour Joe Burrow. La chaîne de bicycle ne commence pas à débarquer. Elle est débarquée à Dallas. C'est bon. Il reste encore beaucoup de matchs. Là. On est à la semaine 10. Il y a 18 semaines au calendrier régulier. Non, ça va mal finir. C'est en train de mal se terminer du côté des Cowboys. Ouais. Bon, Marc-André, on a fait le tour en termes de fantasy football. Je te remercie pour ta contribution pour cet épisode du podcast. Et on se reparle la semaine prochaine. Yes. Avant de se quitter, on va y aller de la minute des fans où je réponds à vos questions. On vous invite à nous envoyer vos questions à l'adresse courriel du podcast sacducar@commercialgmail.com, le sacducar@commercialgmail.com. Cette semaine, on a reçu une question de William Gonzalez. Alors, William, salut, après 9 semaines dans la NFL, est-ce que les Chiefs s'en vont au Super Bowl? Mike Tomlin, coach de l'année, quelle équipe te déçoit le plus? Bon, une question à la fois. Tout d'abord, William, hey, merci de nous avoir envoyé une question. Est-ce que les Chiefs s'en vont au Super Bowl? Moi, dans le cadre de notre émission d'avant-match lundi soir, je choisis les Bills afin de représenter l'association américaine au Super Bowl. Je voulais juste un changement. Là. Parce que là, les Chiefs, je suis comme tous les gens, ben pas tous les gens, plusieurs gens qui suivent la NFL, je commence à être fatigué de voir les Chiefs d'année après année, oui, participer au Super Bowl. Donc moi, je choisis les Bills afin de participer au Super Bowl, mais bien sûr, si Kansas City s'y rend encore une fois, je ne serais vraiment pas surpris parce que Patrick Mahomes, il a bien joué lundi soir, mais il ne connaît pas une bonne saison. Il faut que Mahomes se mette en marche. Là, on voit qu'il commence à développer de la chimie avec DeAndre Hopkins. Ouf, ça va être vraiment difficile d'arrêter Kansas City avec l'unité défensive qui joue bien en plus de ça. Mike Tomlin, le coach de l'année,
À la mi-saison, moi, je donnerais mon vote à Andy Reid, étant donné que les Chiefs sont invaincus malgré les blessés à la position de receveur de passe. On a changé l'identité de l'équipe. Puis, tu sais, très souvent, lorsqu'une équipe est la meilleure formation de la NFL, on ne pense jamais à remettre le titre d'entraîneur de l'année à cette équipe-là. Hein. Bill Belichick aurait dû gagner ce titre-là beaucoup plus souvent lorsqu'il était à la barre des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Mais Mike Tomlin, écoute, c'est un candidat également à ce titre d'entraîneur-chef de l'année. Il a accompli du bon boulot, puis vraiment la décision d'être allé de changement de carrière, alors que son équipe gagnait, là, malgré tout, mais il a reconnu que d'envoyer dans la mêlée Russell Wilson à la place de Justin Fields, ça allait améliorer l'attaque. Clairement, il a le pouls sur son équipe, Mike Tomlin. Alors, si Tomlin finit par l'emporter, écoutez, ça sera pleinement mérité pour l'entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh. Et quelle équipe me déçoit le plus? J'allais être les Seahawks de Seattle. Moi, personnellement, j'avais des hautes attentes pour les Seahawks cette année avec un Mike McDonald. Mais je me rends compte que justement, on est très jeune au niveau de notre groupe d'entraîneurs-chefs. Bon, Mike McDonald, c'est sa première année en tant qu'entraîneur-chef dans la NFL, mais le coordinateur à l'attaque également, Ben Grubbs, lui, il était dans le football universitaire avant. Là, c'est sa première année dans la NFL. C'est comme ça, on n'est pas capable de trouver l'identité en attaque. Il y a eu quelques matchs pour lesquels on a utilisé beaucoup Kenneth Walker, mais on ne le fait pas avec constance. Le résultat, c'est que Geno Smith est victime d'interception. Geno Smith est un bon carrière, mais on ne peut pas lui demander de passer le ballon une quarantaine de fois par match. Parce que là, il y a des revirements qui vont venir avec ça. La semaine dernière, il y a eu 2 horribles interceptions, dont une qui a été retournée jusque dans la zone de début. Alors pour moi, les Seahawks de Seattle, je pense qu'on a une assez bonne équipe pour terminer au premier rang de notre section, mais je pense que les entraîneurs manquent d'expérience. Ah, et puis en plus de ça, Mike McDonald, qui refuse des points, aurait pu y aller d'un botté. Ben non, il l'a refusé. Puis ça a coûté le match, ça, à Seattle, d'une certaine façon, contre les Rams. Alors, William, merci de nous avoir envoyé cette question. On espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. Si vous êtes un amateur de football, un maniaque de football, bien, invitez vos amis à regarder le podcast, à s'abonner à la chaîne YouTube afin de ne rien manquer. Les Alouettes ne sont plus qu'à une victoire d'une participation au match de la Coupe Grey. On a hâte à samedi à 15h pour la finale de l'Est afin de voir s'ils seront en mesure de défaire les Argonauts de Toronto. Alors, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine.